Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce week-end pour une nouvelle édition du 19h. Au sommaire, la suite de l'interminable feuilleton américain autour de l'élection présidentielle. Tout le monde s'accorde à dire que Joe Biden sera le prochain président des États-Unis, mais Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Nous joindrons l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis, Maggie Macario Doyle, pour faire un point complet avec elle sur l'évolution de la situation et les enjeux qui vont attendre le président qui sera investi en janvier. Nous nous rendrons également à Saint-Martin-Vésubie, durement éprouvé par le passage de la tempête Alex il y a un peu plus d'un mois maintenant. Alain Jardinet, premier adjoint au maire de la ville sinistrée, nous expliquera combien l'élan de solidarité qui a vu le jour après la catastrophe a été précieux, et notamment l'aide venue de Monaco, matérielle, financière et humaine. Comme chaque samedi, nous retrouverons Céline Sabine, conservateur adjoint de la médiathèque de Monaco, pour son coup de cœur littéraire hebdomadaire. Du football avec la conférence de presse d'avant-match, place dimanche au derby, toujours très attendu entre Nice et Monaco. Mais tout de suite, retour sur le scénario inextricable du scrutin présidentiel américain. En duplex avec nous, l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis. Bonsoir Maggie Macario Doyle. Bonsoir Patricia. Alors bon, Joe Biden est quand même donné vainqueur, mais tout n'est pas réglé, loin de là, hein, parce que Donald Trump ne se laissera pas faire, hein. On a le sentiment qu'il n'a pas dit son dernier mot. C'est un petit peu des élections présidentielles historiques de par le contexte particulier dans lequel elles se passent, puisqu'elles sont sur le fond d'une crise sanitaire qui a quand même influencé la méthodologie et la façon de voter aux États-Unis, ce qui fait que c'est la raison pour laquelle aussi nous avons tellement pris de retard. En 2016, il y avait quelque chose comme 40 millions de votes faits par correspondance. Cette année, on est arrivé à près de plus de 100 millions. Donc, le dépouillement de toute euh, ces votes va prendre un certain temps et c'est la raison pour laquelle il y a une contestation du président Trump sur les résultats. Vous n'êtes pas là pour prendre parti, hein, pour l'un ou l'autre des candidats, mais puisque Joe Biden est donné vainqueur, est-ce que vous pourriez nous le présenter? C'est un homme extrêmement expérimenté, il connaît tous les rouages de l'administration et de la politique américaine. C'est en effet deux personnalités complètement différentes et aussi avec un parcours professionnel complètement différent, puisque Joe Biden, quand même, est l'homme du sérail par excellence. Il a commencé sa carrière, il a d'abord fait des études de droit, commencé sa carrière politique et est devenu sénateur à l'âge de 29 ans, 30 ans. Et il est toujours resté dans ce créneau de carrière politique, si vous voulez, jusqu'à ce qu'il soit élu vice-président d'Obama. Et c'est un homme qui est complètement différent dans sa personnalité du président Trump, mais qui est beaucoup plus sage, qui a aussi eu personnellement des épreuves, puisque à l'âge de 30 ans, je crois qu'il a perdu son épouse et son enfant dans un accident de voiture, et beaucoup plus tard aussi un second fils au cancer. Donc c'est un homme qui est humain, qui a une sensibilité qui n'est pas celle de Donald Trump. Quels sont les enjeux qu'attendent le nouveau président? Parce que bien évidemment, il ne faut pas oublier en toile de fond la crise de la Covid-19, mais il y aura beaucoup d'autres enjeux. Oui, bien sûr. Et puis, il y a cette polarisation extrême des positions prises par les deux partis, les républicains et les démocrates. Mais le défi, tout d'abord, va être d'essayer de contrôler cette crise sanitaire, dont les conséquences, bien sûr, ont fait augmenter le chômage ici aux États-Unis et aussi ralenti à un niveau global toute l'économie. Euh, il faut aussi que le nouveau président puisse éviter de diviser, parce qu'actuellement, c'est tellement polarisé qu'il faut que l'Amérique se retrouve comme un État uni. Joe Biden a annoncé très rapidement qu'il souhaitait que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Alors ça, bien évidemment, nous le voyons d'un œil très positif. Oui, Joe Biden vraiment supporte le multilatéralisme, ce qui n'a pas été le cas du président Trump, qui préfère plutôt l'isolation actuellement de l'Amérique. Et bien sûr, le sujet climatique est un sujet important et qui, dans les années à venir, va vraiment influencer la façon dont nous vivons, non seulement aux États-Unis, mais de par le monde.
Vous avez parlé de ce clivage, de ce pays, qui est divisé. Comment est l'atmosphère aujourd'hui, samedi, aux États-Unis, avec toujours ce suspense, ces menaces de recours, des partisans de Donald Trump galvanisés? Le processus qui est très lent ne fait qu'accroître la méfiance, la suspicion d'irrégularité et de fraude dans un pays qui est fortement polarisé. Et le parti, même déjà le Parti républicain, a déjà réclamé la suppression des opérations dans plusieurs États. Maggie Macario-Doyle, merci pour cette analyse et ces réactions à chaud depuis les États-Unis. Merci Patricia, c'est toujours un plaisir pour moi d'être votre invitée sur le plateau de Monaco Info. Les autres informations du jour avec vous, Frédéric Elion, et nous le disions hier, plusieurs aménagements vont entourer la fête nationale 2020 en raison de la pandémie de Covid. Oui, avec notamment cette mesure prise pour limiter au maximum les déplacements, seules les personnes résidant en principauté et dans sa région proche ont été invitées. Autre information, le souverain a également souhaité que les personnes qui se sont particulièrement impliquées dans la lutte contre l'épidémie soient mises à l'honneur. Une promotion Covid-19 a été créée. Concernant les aînés monégasques, les colis qui leur sont habituellement remis au foyer Régnier 3 seront cette année directement livrés par coursier à leur domicile. Pour recevoir leurs présents, les aînés monégasques âgés de 60 ans et plus devront s'inscrire par téléphone uniquement à ce numéro, le 99 98 84 90, les 10 et 11 novembre entre 8h30 et 17h30. La direction du travail a réuni la première commission de retour à l'emploi. Le gouvernement a instauré cette commission dans le cadre du plan de relance afin de soutenir l'emploi en principauté. L'objectif de ces groupes de travail est de cerner les besoins des employeurs en termes de recrutement, de formation et de réfléchir à des mesures pour favoriser l'emploi dans tous les secteurs d'activité. Lors de ces réunions, la direction du travail présente les profils les plus pertinents de personnes inscrites auprès de ces services et envisage en concertation avec les représentants des employeurs les actions d'accompagnement et d'adaptation nécessaires, comme par exemple une formation. La première rencontre a réuni la direction du travail et des membres de l'Association des industries hôtelières monégasques. La première journée professionnelle monégasque des aides-soignants vient d'avoir lieu. Un événement organisé par l'équipe pédagogique de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco. Cette journée invitait à s'interroger sur ce métier essentiel du dispositif des équipes de soins de Monaco et qui exerce chaque jour au plus près des patients. Un métier qui nécessite de s'adapter en permanence. Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, a déclaré « Votre métier suppose d'être à l'écoute des patients et de s'en occuper avec bienveillance ». Cette journée a pour objectif de faire encore évoluer vos compétences et valorise votre métier. Le 30 septembre dernier, les vallées du Haut-Pays étaient dévastées par le passage de la tempête Alex. Les dégâts ont été très lourds et l'heure est aujourd'hui à la reconstruction. À Saint-Martin-Vésubie notamment, la tâche est immense et les besoins très importants. Le premier adjoint au maire de la commune est notre invité. Bonsoir Alain Jardinet. Bonsoir madame. Quelle est la situation aujourd'hui à Saint-Martin-Vésubie, un mois après le passage de la tempête Alex ? La situation, malgré le beau soleil d'aujourd'hui, est quand même grave et nous avons une situation complexe et compliquée. Quelles sont les principales urgences ? J'imagine qu'il faut notamment rétablir l'accessibilité partout. Notre principale urgence est effectivement de rétablir la circulation et l'accès à tous les domiciles. C'est relativement très compliqué. De nombreuses voiries ont été détruites. Même si des pistes provisoires ont été faites pour désenclaver certains quartiers, il nous reste après à essayer de raccorder certaines maisons avec des difficultés considérables. Alain Jardinet, comment peut-on très concrètement aider aujourd'hui les sinistrés des vallées ? Quels sont les principaux besoins ? Alors, les principaux besoins maintenant sont énormément financiers. Nous allons avoir des travaux qui sont considérables, avec des financements très lourds, et donc les besoins sont certainement financiers, tant au niveau des aides pour les personnes qui ont tout perdu, que pour nous, communes, puisque nous allons avoir des frais considérables dans la reconstruction. En termes de vivres ou de biens matériels, il n'y a là pas de besoin immédiat ?
Pour le moment, nous n'avons plus de soucis. Nous avons eu énormément d'aide en début de la crise. Il y a eu un élan de solidarité énorme. Nous avons été énormément assistés au niveau vivre, au niveau eau potable. Donc l'élan a été merveilleux et on remercie tous les donateurs. Beaucoup de monégasques sont installés dans votre vallée. Vous avez été touché par l'élan qui est né en principauté après la catastrophe? Oui, très touché. Donc, nous avons été aidés notamment par tous les gens de Monaco. Par exemple, nous avons une dotation de masques, de Betty Mask, par l'entreprise Bettina qui était énorme. L'AS Monaco nous a promis un don, et c'est pas une promesse, je pense, ça sera une certitude, de 250 000 € pour reconstruire notre stade. Nous avons aussi la Banque Julius Baer qui nous a donné un don relativement conséquent. 10 000 € par l'Association nationale monégasque de l'Ordre souverain et militaire de Malte. De nombreux monégasques anonymes aussi ont fait des dons importants. Et la Croix-Rouge monégasque a été un premier secours à nos côtés, présente dès le début, un soutien logistique important, une aide aux sinistrés, avec tout ce qu'il fallait, dotation de gel, de masques, des gants contre le Covid, et bien sûr leur présence ici, à nos côtés, à Saint-Martin. Lorsqu'il y a un tel élan, il y a tout de même le risque aussi que cela ne retombe par la suite. Vous allez avoir besoin de soutien sur le long terme? Ah oui, nous aurons besoin sur le long terme parce que la crise est à peine passée. La crise, vraiment, la catastrophe est derrière nous après un mois. Néanmoins, maintenant, la reconstruction va prendre des années. Pour ce qui est routier, peut-être 3 ans. Pour ce qui est toute infrastructure, de 5 à 10 ans. Et nous aurons à long terme besoin d'aide énorme. Quel est le sentiment qui prévaut aujourd'hui à Saint-Martin-Vésubie? C'est la résilience? La résilience, un petit peu aussi de colère, puisque les gens n'acceptent pas de ne pas pouvoir rentrer chez eux alors que leurs biens n'ont pas été touchés, mais qu'il n'y a plus aucune route d'accès. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que la vie reprenne normalement à Saint-Martin-Vésubie, mais ça va prendre du temps. Alain Jardinet, premier adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie, merci beaucoup pour votre témoignage et l'on souhaite à cette si belle vallée de retrouver sa quiétude. Et je remercie, moi en ce qui me concerne, tous les monégasques qui nous ont aidés. Merci Monaco. Oui, une belle illustration de solidarité avec ces zones qui nous sont si proches. Nous retrouvons Frédéric Hélion pour les informations sportives du week-end et du football, pour commencer avec un derby qui nous intéresse, mais qui, il faut bien le dire, vous intéresse vous tout particulièrement, Frédéric. Et oui, un derby, Patricia, c'est toujours un match particulier. Les joueurs des deux équipes ne cessent d'ailleurs de le répéter chaque année. Les Aiglons, 5e de Ligue 1, possèdent 3 points d'avance sur les Monégasques au classement. L'ASM débarquera à l'Allianz Riviera en confiance après son succès 4-0 face à Bordeaux. I know it is for sure important for the spectators, for the region, to win the game. So every game I'm going to play, as a player or as a coach, I want to win. Okay, now it's a derby, but we needed 3 points. So it is not now Nice or maybe Marseille or Montpellier. It's makes no difference. There are 3 points you can get. Okay, it's a derby, but I don't want to put the focus too much on a derby because the emotions will be high. I know it, yeah, and I don't want to push too much emotions inside because, yeah, here we must be clean, and here with emotion. So the players, they are the actors, and they will give for sure the best. And at the end, I hope they do it like last Sunday. Niko Kovac ne pourra pas compter sur Benjamin Lecomte. Le gardien de l'ASM a été victime d'une fracture de la main droite à l'entraînement hier matin. Son absence est estimée à 6 semaines. Vito Mannone ou Radoslav Majecki sont en balance pour garder la cage monégasque à l'Allianz Riviera. En basket, la Roca Team ne se déplacera pas en Lituanie pour disputer son match d'Eurocup. Plusieurs membres du club de Panevėžys ont été testés positifs au coronavirus et l'équipe lituanienne n'est pas en mesure de présenter le nombre minimal de joueurs pour disputer la rencontre. Le match entre Panevėžys et la Roca Team prévu le 11 novembre est donc reporté. Prochain rendez-vous pour les hommes de coach Mitrovic, samedi 14 face à Dijon à Gaston Médecin. Un match qui se déroulera, je vous le rappelle, à huis clos, mais que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne gratuite Sport en France.
Boris Herrmann est prêt pour le grand départ du Vendée Globe. Le skipper allemand qui défendra les couleurs du Yacht Club de Monaco sur ce 9e Vendée Globe a passé hier un ultime test PCR. Le résultat est tombé ce matin, Boris Herrmann est négatif et pourra donc s'aligner au départ de l'épreuve dimanche à 13h02 au Sable d'Olonne. En raison de la situation sanitaire, le coup d'envoi se fera à huis clos, une première depuis la création en 1989 de cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Une dernière information concernant le concert de l'OPMC dimanche. Oui, si vous ne pouvez pas venir assister à Danse, 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 le grand concert de demain à 18h avec le violoniste Renaud Capuçon sous la baguette de Fabien Gabel, sachez qu'une diffusion audio en direct sera proposée gratuitement sur le site opmc.mc. Elle est avec nous chaque samedi. Céline Sabine, conservateur adjoint de la médiathèque, nous propose son coup de cœur littéraire. Et il est en lien aujourd'hui indirectement avec les élections américaines qui occupent la une de l'actualité. Il s'agit du roman « La prochaine fois, le feu » de James Baldwin. Publié pour la première fois en 1963, ce livre regroupe 2 essais sous forme de lettres de James Baldwin, auteur emblématique de la littérature américaine, redécouvert en France ces dernières années. Dans La prochaine fois, le feu, au travers de sa propre expérience, il s'interroge sur ce qu'est être noir dans les États-Unis des années 60. En effet, James Baldwin, noir et homosexuel, a subi une double discrimination. Militant pour les droits civiques, Baldwin analyse les mécanismes de cette discrimination raciale et, contrairement à des mouvements radicaux comme celui des Black Muslims, il prône, lui, l'invention de nouvelles façons de penser et de vivre ensemble afin de combattre la pensée dominante blanche. Comme il le disait, écrire, c'est résister. Et sa pensée, comme ses écrits, résonnent aujourd'hui et plus que jamais dans le monde actuel. Je vous le disais en titre, c'est une véritable prouesse, un projet un peu fou que vient d'achever Gérard Gutin. Il a réalisé une reproduction complète du Palais Princier en allumettes. Tout a débuté il y a 4 ans. Fabien Bonilla, Olivier Bonello et Louis Borgia l'ont rencontré. Il aura fallu 32 500 allumettes, 200 tubes de colle, beaucoup de patience et de dextérité. Le résultat est stupéfiant. Le palais princier d'1 mètre sur 1 mètre se dresse devant vous dans les moindres détails. Cet édifice atypique a été réalisé par Gérard Gutin, ancien employé de la CCSS et aujourd'hui retraité. Il y a deux raisons. Une, mon premier emploi, j'ai travaillé quand j'étais scolaire à la Régie des tabacs. Et donc déjà, j'avais pas eu cette passion des allumettes, mais déjà j'avais fait quelques petites maisons et tout. Et le fait, c'est vrai que bon, après j'ai cessé, hein, après l'adolescence, j'avais d'autres choses à faire. Et 2, c'est parce que je suis fils de carabinier et que j'ai habité pendant 22 ans, enfin j'ai eu cette chance, c'est même à la limite un privilège de vivre à Monacoville sur la place du Palais. Ce projet a débuté il y a environ 4 ans, au départ par intermittence. Le rythme ensuite était plus soutenu pendant le confinement. Gérard Gutin vient tout juste de terminer son œuvre. En fait, déjà, où je suis fier, c'est de l'avoir terminé. Parce que ça, des projets, souvent on en a fait. J'ai fait dans ma vie, j'ai fait d'autres choses que j'ai jamais terminées. Mais celui-ci, il me tenait à cœur. Donc, et je veux dire, le confinement, ça a été le confinement, pratiquement 5, 6 heures, 7 heures par jour, j'ai travaillé dessus. Mais je veux dire, ça me tenait à cœur de le terminer. Construire des bâtiments en allumettes, cela fait automatiquement penser à un film et vous y avez probablement pensé vous-même. Le dîner de cons avec Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Gérard Gutin le sait et il a de l'autodérision. Je pense que je vais avoir un surnom. Donc je pense que demain, les gens qui vont me reconnaître vont te dire « Ah, il y a Pignon qui passe à la télévision ». Mais en fait, c'est amusant, hein, je veux dire. L'objectif de Gérard Gutin serait de pouvoir exposer ce palais princier en allumettes ou de le vendre pour une œuvre charitable. Après le palais, son prochain projet, le musée océanographique. Oui, un autre projet encore titanesque. Quel temps prévu pour la fin du week-end? La réponse tout de suite. Le temps se dégradera, Patricia, avec une journée instable, marquée par une alternance d'éclaircies et de faibles averses. Côté température, il fera 14 degrés le matin et 17 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h14 pour se coucher à 17h13. Dimanche 8 novembre, nous fêterons les Geoffroy.
Merci Frédéric. Demain, place au best-of de la semaine. Je vous retrouverai à 19 h et l'on se quitte avec ces photos signées Mickaël Alési. Parce que la performance est saluable, n'en déplaise à ceux qui voudraient se moquer, un petit clin d'œil final encore à la belle reproduction du Palais Princier en allumettes. Très belle soirée à tous.